la une ce soir, le déclenchement de l'opération Richter 2017. Durant 4 jours, l'ensemble de la chaîne opérationnelle de secours des Antilles sera testée. De la gestion depuis les salles de crise à celles sur le terrain, plus de 1000 personnes sont mobilisées. Les précisions dans ce journal. Et fouille surprise ce matin à la maison d'arrêt de Basse-Terre. 39 armes, 15 mobiles et des stupéfiants ont été saisis par gendarmes et policiers. Une opération qui intervient moins d'une semaine après celle du centre de détention de Bemao. Elle avait permis de récupérer, souvenez-vous, près de 200 armes. Et bouffée d'oxygène au CHU de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. La direction, l'ARS et l'UTS-UGTG ont enfin signé un accord de fin de conflit. Il donne entière satisfaction aux agents grévistes. Karen Diaman nous livrera le détail de celui-ci dans cette édition. Et quelle est la qualité de l'air que nous respirons en Guadeloupe? La semaine dernière, des brumes de sable s'invitaient dans notre ciel, créant un pic de pollution. Céline Garbin, chargée d'études et de communication de Guader, nous dressera un état des lieux et nous expliquera comment réduire à notre échelle la pollution. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. C'est aujourd'hui qu'a débuté l'opération Richter Caraïbes 2017. Pendant 4 jours, des équipes venues de plusieurs pays d'Europe, en étroite collaboration avec les services locaux de sécurité, vont tester l'ensemble de la chaîne de sécurité confrontée à un séisme majeur ainsi qu'à un tsunami. Le tout en simultané avec la Martinique et Saint-Martin, une opération inédite organisée par l'Union européenne. Chez nous, plus de 1000 personnes étaient mobilisées. Jacques Canval, Moïse Dexter, Patrick Curie. Ça y est, la dépêche vient de tomber. Il est 10 heures. Un séisme de magnitude de 8,7 s'est produit au large de la Désirade, accompagné d'un tsunami causant de nombreux dégâts, des milliers de morts et de sinistrés. Le préfet a déclenché le centre opérationnel départemental et les secours commencent à débarquer. C'est le scénario catastrophe mis en place dans le cadre du plan Richter pour tester et coordonner les actions sur la Caraïbe en cas de besoin. Nous avons appareillé hier de Fort-de-France, donc nous sommes plagés, là vous voyez, à Rivière-Sens en Guadeloupe. L'objectif c'est de débarquer du matériel pour renforcer les équipes en Guadeloupe, mais également embarquer du matériel à destination de Saint-Martin. Ça va être du matériel de déblaiement, ça peut être le matériel de base, hein, ça va être des échelles, des pelles, mais également tout ce qui peut être tronçonneuse pour couper des arbres qui bloquent les routes. C'est vraiment tout type de matériel, gamme civile et militaire. Pour effectuer cette mission, tous les corps de la sécurité civile et militaire ont été réquisitionnés pour mener à bien cette opération. Tout cela sous l'égide du préfet de la Martinique, en charge de la zone maritime. Notre état-major à Fort-de-France qui coordonne toute l'action et nous après nous mettons en œuvre avec le bateau. Actuellement nous sommes 130 à bord et il y a environ 90 personnes du 33e RIMA et également du RSMA de Martinique. Une opération qui s'est déroulée sans encombre. Le matériel et les hommes sont arrivés à Saint-Martin pour commencer le déblaiement. Et parmi les populations les plus vulnérables en cas de séisme majeur figurent les écoliers. Ils ont également été intégrés au processus. Ainsi, de nombreux enfants des écoles situées sur le boulevard de Bainbridge ont été évacués ce matin vers le lycée général et technologique pour être mis à l'abri. Isabelle Hameau a suivi l'opération. On regarde. Un séisme de 8,7 sur l'échelle de Richter vient de secouer l'arc antillais. Dans cette école, le signal est lancé pour rassembler les élèves dans la cour centrale, avant de les évacuer au lycée de Bainbridge, point de rassemblement en hauteur en cas de tsunami. Ils doivent se mettre sur les côtés de telle façon de laisser dégager en permanence les voies de circulation. Nous étions préparés à recevoir effectivement les écoles qui se trouvent en contrebas en cas de tsunami. Donc ce qu'il faut, c'est être présent, accueillir et guider les élèves de telle façon qu'on puisse quand même faire en sorte que les voies de dégagement soient totalement inoccupées. L'exercice initial prévoit de nombreuses victimes et sans-abri, nécessitant des renforts de l'Europe vers les Antilles. L'exercice à notre niveau est terminé, mais au niveau du SDIS et également au niveau de la préfecture, la remontée des informations se fait actuellement. Les élèves, quant à eux, sont préparés à ce type de scénario. Chaque année, 3 exercices d'évacuation sont revus. Ils ont un exercice maintenant, depuis cette année, attentat-intrusion, avec tout ce qui se passe en métropole, donc on les sensibilise. Donc ils ont fait ça au sein de l'école. Ils ont des exercices aussi évacuation incendie, évacuation séisme. Et aujourd'hui, il y avait 2 parades. Ils ont fait premièrement l'exercice évacuation séisme. Donc comme on n'a pas d'étage, les enfants ne restaient pas. Parce que s'il y avait une école à étage, les enfants, eux, seraient sous les tables, sous les chaises.
Donc il fallait qu'il soit à 3 mètres des bâtiments, accroupi au milieu, il n'y a pas d'obstacle, pas trop près des arbres. Et ça a été respecté, vous voyez. Un scénario le plus réaliste possible de l'exercice Richter Caraïbes 2017, l'occasion pour les acteurs locaux de tester leur dispositif de gestion de crise. Et parce qu'elle jouera probablement un rôle important en cas de séisme majeur, la communauté informatique était aussi mobilisée. Une trentaine de volontaires de l'association nommée Fab Lab a aménagé un bus aujourd'hui dans le quartier de Convenance à Bemao. Il a été totalement transformé en quartier général et cellule de gestion de crise. Le reportage est signé Linda Kayarsi. L'alerte tsunami déclenchée, ces lycéens ont rapidement cherché à atteindre le point le plus haut, ici Convenance, à Bemao. Sur place, toute l'équipe de Fab Lab, amoureux des nouvelles technologies. Ils leur prodiguent les premiers conseils pour rassurer leurs proches. Vous avez tout le matériel électrique, électronique, informatique ou numérique, qui va nous permettre de communiquer entre nous, entre survivants, avec les personnes qui ont survécu. Ça peut être un truc tout simple, une vieille radio. D'accord ? Il faut savoir que, par exemple, si on a une radio émettrice, les avions ont un canal d'ondes radio toujours à disposition. Donc, leur envoyer un signal de secours. Bien sûr, il faudra tout d'abord recenser un à un ces lycéens, nom, prénom et tout autre renseignement très utile pour les identifier. Et on veut savoir si tu as des compétences particulières qui pourraient nous aider en téléphonie, sport, simplement. Par deux, ouais, voilà. Ok. Collez-vous à ce truc-là. D'accord, merci. Suivant. Voilà. Vous faites partie de ceux qui ont respecté les consignes de sécurité et qui ont eu le temps d'arriver sur le site refuge de Convenance. Donc félicitations, vous n'êtes pas morts. S'en suivra divers enseignements sur la survie en cas de tsunami, boussole pour s'orienter, voire même simple CD pour indiquer sa position, tout un nécessaire. Première chose, un téléphone radio simple. Ça c'est tout bête, c'est pas un smartphone, c'est pas un iPhone, c'est pas un Samsung, c'est un frigidaire, mais c'est un frigidaire qui te sauve la vie. 3 semaines d'autonomie sans appel. 3 semaines d'autonomie. Pas mal, hein? Désormais, il ne reste plus qu'à monter dans ce bus atypique, hub de gestion de crise. On est en liaison directe avec Marie-Galante et avec la Désirade. C'est un réseau qu'on a fait nous-mêmes. À l'intérieur, sur des écrans, évolution en temps réel du phénomène. Toutes les communications qui ont été faites via Internet vont apparaître ici. Là, vous les avez juste ici, là. À l'instant, vous voyez, on a envoyé l'information. Exercice de prise en charge en cours, et vous avez, c'est arrivé directement sur Internet. Toute l'année 2017 jusqu'au nouvel exercice de Caraïbes 2018, nous allons peaufiner nos protocoles, nous allons analyser les données, les feedbacks que nous allons avoir de l'exercice de cette année pour qu'en 2018 nous soyons encore plus préparés, plus efficaces. Mission accomplie pour les membres du Lab Fab. Et la qualité de l'air que nous respirons en Guadeloupe est également surveillée en permanence par une sorte de police de l'air, l'association Guadair. Céline Garbin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes chargée d'études et chargée de communication de l'association Guadair. La semaine dernière, l'alerte orange avait été déclenchée pour un pic de pollution dû aux particules fines. Le vert est très vite revenu, des particules qui étaient présentes à cause des passages épisodiques dus aux brumes de sable. Quel danger représentent ces brumes de sable pour l'être humain et les particules fines qui y sont associées? Alors, les brumes de sable, les particules fines d'origine désertique font partie de la catégorie des particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Donc, l'Organisation mondiale de la santé les a classées comme cancérigènes, certains pour l'homme. Donc, effectivement, elles peuvent présenter un risque important et donc constituer un enjeu sanitaire. Est-ce qu'on peut s'en protéger ? Alors, on peut éviter, par exemple, lorsqu'on est une personne sensible, donc les personnes âgées, en cas d'épisode de pollution, de pratiquer des exercices des exercices de forte intensité.
Voilà. Ça évite par la suite... Céline Garbin, on entend souvent parler de ces brumes qui viennent comme ça au-dessus de notre tête. D'où viennent-elles? Comment on explique ces passages épisodiques en Guadeloupe? Donc elles sont transportées, donc elles viennent des déserts africains, elles sont transportées à travers l'Atlantique jusqu'à l'ensemble de l'arc-en-ciel, donc pas uniquement la Guadeloupe, et nous parviennent sur l'ensemble du territoire. Est-ce que la période de carême dans laquelle nous sommes rentrés peut avoir un lien avec ces brumes de sable ou encore avec ces pics de pollution? Est-ce que la chaleur peut conduire à avoir davantage de pics de pollution? Pas uniquement en carême, donc on retrouve ces particules entre avril et octobre. Voilà, les épisodes se focalisent sur cette période de l'année. Alors le vert est très vite revenu après l'alerte orange, mais à quoi devons-nous nous attendre pour les jours à venir et les semaines à venir? Alors pour demain, on aura une très bonne qualité, de l'air, donc un indice Atmo de 3 est prévu. Après, nous ne faisons pas de prévision au-delà de J+1, jour +1. Donc, pourquoi? Comment l'expliquer? Pour l'instant, nous travaillons sur des modèles de prévision qui modélisent justement l'arrivée de ces particules, car en Guadeloupe, nous sommes principalement impactés par ces particules. Et nous voyons, ces modèles sont réactualisés, mais avec une certaine pourcentage de confiance qui est adapté au jour +1. Je l'ai dit tout à l'heure en titre et pour vous annoncer, est-ce que l'air que nous respirons en Guadeloupe est de bonne qualité? Alors oui, il est de bonne qualité. Alors à titre d'exemple, je vous donne un pourcentage qui correspond au nombre d'indices Atmo bons. Donc depuis le début de l'année, nous avons un pourcentage de 83% d'indices Atmo bons. Et le reste, les 15% restants, compris entre 5 et 7, donc moyen, médiocre. Ces chiffres concernent l'ensemble de l'archipel, mais est-ce qu'il y a des disparités par zone? Je veux dire, est-ce que l'air est de meilleure qualité à Marie-Galante que par exemple à Pointe-à-Pitre ou encore au Moule? Est-ce vous avez justement des chiffres qui peuvent le prouver? Alors, quand on communique sur un indice Atmo, il concerne l'ensemble du territoire. Après, nous tenons à faire évoluer notre dispositif de mesure fixe. Nous avons actuellement 3 stations positionnées aux Abîmes, à Bémao et à Pointe-à-Pitre. Nous avons 2 projets de stations à Basse-Terre et à Anse-Bertrand de façon à évaluer l'ensemble du territoire. Alors il y a un projet de grande envergure qui est en train d'être élaboré en ce moment. C'est le plan de protection de l'atmosphère. Cela veut dire qu'on a atteint un certain seuil au niveau de la pollution en Guadeloupe. En quoi consiste-t-il exactement ce plan? Donc, pourquoi on a un plan de protection de l'atmosphère? Parce qu'on dépasse annuellement les seuils fixés liés aux particules. Donc, comme vous le savez, en Guadeloupe, souvent, nous sommes impactés par ces particules. Donc, elles sont fréquentes. Donc, le but est de pouvoir mettre en place un ensemble de dispositions lorsqu'on est en cas de dépassement d'alerte orange ou d'alerte rouge. Donc, par exemple, réduire les vitesses au niveau de la circulation, respecter la réglementation liée au brûlage des déchets verts, l'interdiction tout simplement. C'est un ensemble de dispositions qui doit être mise en place. Donc, le plan effectivement est en cours d'élaboration. Est-ce que cela veut dire que moi, citoyen lambda, j'ai un pouvoir sur la réduction de la pollution chez moi? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment faire? Comment faire? Donc c'est une action de sensibilisation. Comme je vous disais, chaque personne est amenée à être un citoyen, à s'informer, à éviter justement, comme je vous le disais à l'instant, de brûler, ce qu'on appelle le boucan, qui rajoute une nouvelle source anthropique de pollution et qui du coup entraîne une gêne. Merci Céline Garbin d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous poursuivons ce journal. Dès 6h30 ce matin, plus d'une centaine de militaires, de policiers et d'agents a été engagé pour fouiller les cellules de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Au total, 39 armes, 15 mobiles et des stupéfiants ont été saisis. Le reportage est signé Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Jacques Canval. On regarde. À l'heure du laitier, alors que la ville somnolait encore, ce sont une centaine de militaires, de policiers, d'agents de l'administration pénitentiaire qui frappaient à la porte des détenus du bâtiment B de l'établissement.
Cette fouille est intervenue après celle opérée au centre de détention de Bemao. C'est donc toute une politique que tentent d'appliquer les autorités. Ce sont des opérations qui ont été décidées en état-major de sécurité coprésidé par le préfet et les procureurs de la République. Et ce sont des opérations qui s'inscrivent dans notre stratégie de lutte contre la délinquance. Nous tenons, les procureurs et moi, à les inscrire dans la durée, de manière à ce que la loi soit respectée, y compris dans les établissements pénitentiaires, comme le centre de Bemao et la maison d'arrêt de Basse-Terre. Si les fouilles sont régulières, celle-ci était exceptionnelle par son ampleur et pas facile car la maison d'arrêt de Basse-Terre a des particularités qui rendent toute opération délicate. Une première sur la maison d'arrêt de Basse-Terre, qu'une telle opération d'envergure avec la participation des forces de l'ordre, je pense en particulier à la police, à la gendarmerie et avec le soutien de la préfecture et du parquet que nous avons réussi à organiser une telle opération qui dans les annales de Basse-Terre n'existe pas. Donc nous espérons qu'à la suite de cette opération nous puissions retirer tous les objets illicites en détention, c'est-à-dire les téléphones portables, de l'argent, des stupéfiants, mais également ce que l'on voit de plus en plus dans nos établissements pénitentiaires, ce sont des armes de fabrication artisanale. Forte du succès de la fouille de Bemao et de l'effet surprise de celle de ce matin, les autorités espèrent avoir porté un coup au moral des 220 détenus qui dissimulent parfois téléphones, armes, argent et produits stupéfiants. Et en Guyane, ce mardi a été marqué par des échauffourées qui ont éclaté entre gendarmes et manifestants qui tentaient de rejoindre la base spatiale située à Kourou. Natacha Maltarven était sur place. On regarde son reportage. Ici, le piquet de grève est tenu depuis hier par l'UTG Éclairage et le collectif des Toucans. Les manifestants décident alors de marcher en direction du CSG avec l'intention de rencontrer le directeur du CNES. Très vite, ils se retrouvent face à face avec les forces de l'ordre. Les gendarmes les somment à plusieurs reprises de repartir sur le rond-point pour poursuivre les négociations. Les responsables des collectifs tentent de calmer leurs troupes. Ils leur demandent de reculer, ce qu'ils font à petits pas. Le directeur de cabinet du maire de Kourou fait irruption et part à la rencontre des forces de l'ordre. Le dialogue n'est pas possible. Il reçoit du gaz lacrymogène en plein visage. Des grenades dispersantes sont tirées à plusieurs reprises par les forces de l'ordre. Encore une fois, l'État nous montre que nous ne sommes pas protégés. Les voleurs, les bandits, eux, ils sont protégés puisque nous cessons de réclamer les moyens pour protéger la population guyanaise qui se fait assassiner, tuer. Quelques minutes plus tard, les leaders des collectifs apprennent qu'ils obtiendront un rendez-vous dans l'après-midi avec le préfet, l'ARS, le directeur du CNES, le PDG d'Ariane Espace, le président de la CTG, l'UTG Éclairage a refusé que le directeur régional d'EDF participe à la réunion. On est reçu par les hauts responsables, comme on dit. Donc nous ferons part de nos doléances, nous écouterons ce qu'ils nous auront à dire. Et par la suite, après, nous verrons si c'est bon ou pas ensemble et nous déciderons de la suite. Chaque collectif, chaque personne, chaque entité, on va dire, c'est ce qu'elle a à mettre sur la table. Donc nous attendons les réponses, nous les écouterons et par la suite, nous déciderons ensemble de ces dites réponses-là. La nouvelle est annoncée aux manifestants. Pour leur leader, c'est un premier pas. Vous savez, ça qui passe ces jours-là, nous avons commencé à écrire une page de l'histoire de la Guyane. On a commencé parce que peut-être il y a qui écrit toujours d'ailleurs. Moi, je prends conscience que ça qu'a fait Jodla, ça n'a pas jamais fait. Mon Kassotti dit toutes ces communes comme ça, pour venir Kourou, pour nous régler le problème de la Guyane, l'intérêt général. Et ça, je crois qu'on l'a tous compris. Oui. On l'a compris ou pas? Oui. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Coup d'œil sur l'exposition des élèves du collège Eugène Issab de Sainte-Anne qui donne des ailes à nos différences. Et puis nous assisterons aux échanges entre des élèves d'un lycée de la Martinique avec les élus de l'agglomération pointoise. Et depuis dimanche dernier, les salariés de la société de ramassage ordures ménagères appartenant au groupe Vaïti-Lingon sont en grève. Des poubelles de milliers d'habitants du Nord-Basse-Terre sont donc restées remplies. Les grévistes, eux, réclament l'application du protocole signé le 31 janvier dernier. Les précisions de Karen Diama. Ils devaient obtenir la régularisation de primes et de majoration d'heures dues.
des équipements de protection individuelle, ainsi que l'organisation des élections du représentant du personnel. Mais rien n'a été mis en place. L'application n'a pas été faite du protocole signé le 31 janvier, comme vous l'aviez dit. À aujourd'hui, on est buté sur les régularisations de salaire de 2014 à 2016. Et effectivement, la direction ne souhaitait pas régulariser dans l'immédiat. Donc, c'est pourquoi la mobilisation. Il n'y a pas que ce point, il y a d'autres points, puisqu'il y a quand même des camarades qui n'ont toujours pas de pays, qui n'ont pas eu de chaussures. Ça a été réglé hier, parce que depuis hier, on est en négociation. Et il y a d'autres points sur lesquels, effectivement, on va continuer dans les négociations. Plus de 40 jours après la signature du protocole de fin de conflit, le 31 janvier dernier, les ordures s'entassent de nouveau dans les 10 communes desservies par l'entreprise. Pour le risque sanitaire, c'est l'ARS et l'ADL. C'est eux qui peuvent intervenir dans tout ça, et pour santé, pour tout ça qui est là. Nous déposons le dossier l'ADL et nous voyons l'ARS sur ça. Et nous avons le dossier, tous les documents qui sont, toutes les preuves qui sont. Et jusqu'à là, nous allons attendre, nous allons attendre. Nous voyons préfet, nous rencontrer le directeur préfet vendredi dernier. Et jusqu'à là, nous allons attendre pour nous savoir quand il a fait la il va faire. Si rien ne laissait présager cette nouvelle mobilisation, syndicats et direction se sont tout de même rencontrés hier. Hier, nous avons fait une journée de négociation. Nous avons laissé comment dirais-je, la table devait être 20 heures. Il est venu déjà nous voir pour effectivement avoir une précision sur les revendications. Pour l'heure, le syndicat attend toujours une rencontre avec la direction, qui n'aura pas souhaité s'exprimer. Et ouf de soulagement au CHU de Pointe-à-Pitre. Après une semaine de grève, un accord a enfin été signé ce matin entre la direction, le syndicat UTS-UGTG et l'ARS. Celui-ci donne une entière satisfaction aux agents grévistes du CHU. Les précisions de Karen Diama. Après des heures de négociations, il semble que les syndicats soient plus rassurés quant au futur fonctionnement du CHU. L'indication que nous posons, si moyens financiers supplémentaires, nous obtenons effectivement que les restes engagés à apurer dette fournisseurs qui a hauteur à 47 millions d'euros, donc qui négocient avec fournisseurs, qui négocient avec l'État. Appuiement dette là, ça. Deuxième bien qui nous obtient également, c'est que les restes à financer, on a peur que le CHU a fait de près de 20 millions d'euros immédiatement, de façon à ce que nous assurer le renouvellement des équipements, qui est au bloc opératoire, qui est en maternité, qui est en cardiologie, tous les services qui ont manqué d'équipements, qui méritaient humaniser, qui méritaient acheter matériel, qui méritaient acheter chariot repas, chariot linge. Donc 26 millions d'euros qui le CHU a disposé. Et troisième point qui est intéressant également, c'est qu'à partir de janvier 2017, ni un abondement à près de 3 millions d'euros chaque mois que le CHU obtient pour retourner à l'équilibre, on peut dire, à tout domaine qui est en approvisionnement également, qui est en qualité de soins pour les malades. S'il faudra une longue période pour redresser la situation globale du centre hospitalier, son fonctionnement quotidien devrait reprendre dès aujourd'hui. Dans l'immédiat, ce qui va surtout changer, c'est que aujourd'hui, on a posé les bases du futur établissement, en quelque sorte, avec un engagement commun de la direction, de l'ARS et aussi des représentants du personnel, à travailler en concertation sur des organisations nouvelles, sur des projets qui sont absolument nécessaires pour aller vers le nouvel hôpital, et aussi sur la nécessité absolue de remettre financièrement cet établissement à flot, tant par des apports ou un accompagnement de l'État, relayé par l'ARS, mais aussi par la recherche en interne de solutions et notamment d'organisations optimisées pour dégager des crédits plus facilement. Pour s'assurer du respect de ce protocole, les parties ont d'ores et déjà prévu plusieurs rencontres dans les mois à venir, gage du désir de tous d'améliorer l'offre de soins hospitaliers en Guadeloupe. Et parlons maintenant de diversité culturelle. À Sainte-Anne, les élèves du collège Eugène Issap ont mis en place une exposition nommée À la croisée des différences. Donnons des ailes justement à nos différences au centre culturel de la ville. Un vrai travail d'orfèvre réalisé dans le cadre de la semaine de la francophonie et de la langue française. Reportage Linda Kayardi. À la croisée des différences, les élèves du collège Eugène Issap de la ville de Sainte-Anne ont pris leur envol. Pour montrer la beauté de la diversité humaine, pour dire que le monde est beau parce qu'il est riche, le monde est beau parce qu'il n'est pas uniforme. Plusieurs mois de travail à mettre des mots, mais surtout à immortaliser sur pellicule des différences devenues une force. Je suis fière de mes élèves, fière de voir ce qu'ils ont pu produire, parce qu'au départ,
Ils me disaient Madame, je ne suis pas poète, Madame, je n'y arriverai pas. Et puis au final, ils ont été éblouis samedi soir de voir leurs travaux exposés dans un centre culturel. Aujourd'hui, cette exposition est une consécration, mais aussi un premier départ vers le Festival des différences. Le but de ce festival, c'est de mobiliser des personnes, d'en faire un projet fédérateur et de fêter nos différences et de célébrer nos valeurs. Donc plusieurs actions sont mises en place dans les écoles. En cette semaine de la langue française et de la francophonie, ce travail pédagogique prend tout son sens. Notre souhait, c'est d'utiliser la langue française comme moteur de transmission de nos valeurs afin de célébrer les différences et fêter nos valeurs. L'exposition est visible jusqu'au 26 mars au Centre culturel de la ville de Sainte-Anne. Autre échange, celui qui a eu lieu aujourd'hui à la Ville des Abîmes. Les élus ont reçu les élèves de la première bac pro commerce du lycée Lumina Sophie de la Martinique. Isabelle Hameau était également parmi eux. On regarde. Magistral, ces lycéens martiniquais prennent note des différents rôles des communautés d'agglomération. Un projet pédagogique initié dans le but de mieux connaître les instances qui les entourent. Et ça permet aussi de voir l'impact de la communauté d'agglo qui aide aussi les différentes entreprises à progresser. En même temps, on a profité pour voir les différentes formes de commerce qui existent sur l'agglo, comment il y a encore en Guadeloupe beaucoup de petites épiceries comme nous n'avons pas, comment elles sont gérées, comment elles s'associent, il y en a plein qui sont associés. Un apprentissage associé à de nombreuses visites qui leur ont permis d'établir un lien entre les deux îles. Ça permet de savoir que les îles sont voisines, que la Martinique et la Guadeloupe ce sont comme des frères, que nous ne sommes pas si différents que ça et que nous faisons à peu près les mêmes choses. J'ai compris que les communautés d'agglomération mettent en commun leurs moyens, leurs ressources, qui mettent en place les transports, tout ce qui est pour l'eau aussi, traitement des déchets. Ils ont tout mis en commun et c'est super de s'associer parce que l'union fait la force, comme on dit. Des instances souvent méconnues, aussi bien des jeunes que des adultes, l'occasion pour la Ville des Abîmes de populariser leur rôle, ici et ailleurs. Les communautés d'agglomération constituent une nouvelle instance, donc elles ne sont pas bien connues des populations d'adultes même, donc c'est important que les jeunes sachent ce que c'est et maîtrisent un peu mieux leur fonctionnement. Donc c'est intéressant, c'était une très bonne initiative de la part de leurs professeurs de nous interpeller et de venir chez nous. Et oui, justement, c'est une occasion pour nous de faire connaître Cap Excellence, mais aussi ça nous montre qu'il est important de faire connaître ces communautés d'agglomération. Au-delà de l'aspect pédagogique, ce projet permet à ces lycéens de comprendre qu'il n'existe aucune frontière entre l'école en tant que telle et la vie quotidienne qu'ils analyseront différemment. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Petit-Bourg, l'eau sera perturbée demain. La distribution de l'eau sera perturbée demain à partir de 7 h du matin. Dans plusieurs quartiers de la ville, un retour à la normale est prévu le lendemain en début de matinée. Et l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destréland, aux portes 4 et 5, de 13 h à 17 h 30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.